On a d'abord fait voter le transfert de compétences en 2025. Et ensuite, pour les gens qui voulaient rester en régie, on leur a dit, bon, vous passez en délégation de service public. Pourquoi ? Quel intérêt à ça ? En quoi c'est nécessaire ? Est-ce que ça a été justifié ? Certainement pas. C'est assez absurde, en fait. Il suffisait de conserver les régies, de faire qu'elles coopèrent entre elles, de lancer une coopération avec des régies autour, de demander à France au public qu'elle fournisse un certain nombre d'éléments, et en particulier pour la fédération qui existe là, des entreprises publiques locales, qui ait la possibilité de faire des achats groupés, etc., pour que ces régies soient tout à fait efficaces. Donc là, pourquoi faut-il passer en délégation de service public alors que faire une délégation de service public, c'est beaucoup plus difficile en réalité, en si peu de temps. Bon, donc là, il y a une absurdité complète. Et ce qui m'étonne, c'est que les élus aient voté une telle disposition. Pourquoi ? Moi, je ne comprends pas bien là, comme ce qui s'est passé là. On va l'expliquer, mais enfin, moi j'arrive, je me dis, mais c'est pas possible, une délégation... Ça s'appelle une OPA, et il y aura une question oui, là-dessus. Une délégation, ça demande normalement 6 mois de tuilage, c'est-à-dire on passe de l'ancienne façon de fonctionner, une régie ou une délégation de service public, vers un autre mode de gestion, ou une autre société avec le même mode de gestion. Bon, donc, il y a très très peu de temps en réalité, peut-être 6 mois, 8 mois, donc c'est très peu. Alors qu'en fait, si on conservait les structures existantes en les améliorant, c'est immédiat, avec très peu de temps, avec le personnel qui existe, etc. Donc là, on a je sais pas, c'est extraordinaire ce qui se passe là. Il y a tout un processus de mise en concurrence d'ailleurs qui a été lancé. Est-ce que vous avez eu une idée du dossier de consultation, des appels d'offres, etc., etc. Est-ce qu'il y a des gens qui ont concouru ? Il n'est pas encore écrit. Parce que quand on voit là, ce que raconte Cogite sur le contenu du contrat, mais c'est vraiment rien du tout. Les éléments qui sont mis les uns derrière les autres sont absolument insuffisants pour faire un contrat et pour que la collectivité, auparavant, ait contrôlé les éléments du contrat dans leurs grandes lignes, puisque c'était l'objectif de cette réunion, je crois, du mois de septembre. Voilà. Donc voilà, tout ça... n'a pas d'autre sens que d'amener à un seul mode de gestion sur la communauté de communes, à savoir une délégation de service public. Voilà, donc suite à la décision de la communauté de communes de passer à une gestion privée de l'eau et de l'assainissement, pour la totalité des communes et de façon donc uniformisée, est-ce que le recours est encore possible ? Quelles sont les solutions pour échapper à l'OPA de Forcalquier pour les communes qui le souhaitent ? Et comment les citoyens peuvent-ils agir ? Bon. Donc, avant de répondre à tout ça, je vous remercie vraiment d'être venu. Cette soirée, il y a quand même beaucoup de personnes qui se sont mobilisées, qui se sont investies. Je vais quand même répondre aux questions que pose un regard extérieur sur qu'est-ce qui a pu se passer au pays de Forcalquier pour en arriver là. Il se trouve qu'on a un président de communauté de communes qui est aussi vice-président de la région et chargé de donner des aides aux collectivités, ou de ne pas les donner, et un vice-président de la Comcom qui est aussi vice-président du département et qui a aussi portefeuille du département, ce qui fait que, alors que fin juin, la plupart des conseils municipaux, quand ils ont eu l'étude de Cogite, étaient tout à fait... pour une régie, 2 mois après, tous comme un seul homme, y compris un maire qui, donc je peux le dire, le maire de Pierru, qui pendant à toutes les réunions, puisqu'il était en procès lui-même avec la SEM, nous a expliqué à quel point il était pour une régie publique. Ben, finalement, quand même, il a réussi à voter pour la DSP sans se faire trop mal, quoi. Alors, en fait, nous, notre problème était donc Forcalquier et le fait que le calendrier de Forcalquier faisait qu'ils avaient absolument besoin que le conseil communautaire lui vende les 13 communes avant que Forcalquier ne re-signe son contrat. Et c'est pour ça qu'il a fallu y aller à marche forcée et qu'on a décidé l'anticipation du transfert en 2025, tout en nous disant, ben oui, maintenant on n'a pas le temps de faire une régie. Ben, en même temps, c'est vous qui avez décidé de raccourcir le délai d'un an, quoi. Et puis faire une régie, comme vous l'avez dit, en gardant les forces locales, ça aurait été tout à fait différent de faire un cahier des charges intenable, quoi. Donc pour revenir
aux questions quand même de Sylvie. Donc le conseil communautaire a voté en majorité effectivement l'anticipation du transfert, avec le président qui nous a dit que si jamais la loi était modifiée, il reviendrait sur le transfert, ce qui est déjà plutôt une bonne nouvelle. Ça a été demandé par vote, hein. Rappelle-toi. Oui, ça, je me souviens très bien de cette soirée. Une soirée très agréable, comme d'autres, d'ailleurs. Non, oui, en tout cas, ça a été inscrit. Hein, c'était pas prévu, voilà, et oui, ça a été inscrit. Oui, ça a été inscrit. Et deuxièmement, tant qu'on n'est pas transféré, on est compétent. C'est-à-dire qu'actuellement, toutes les communes sont compétentes. Voilà. Donc moi, c'est vrai que je suis partie dans ce combat suite à une réunion publique à Montlo où j'ai expliqué ce qui se passait et j'ai bien compris qu'on me demandait de faire quelque chose. Et aussi parce que dans les autres communes, on s'apercevait que personne n'était au courant de ce qui se passait, puisque aucun des maires n'a été élu pour privatiser son réseau d'eau. C'était dans le programme de personne au départ. Donc il y avait quand même un défaut d'information. Et donc, un certain nombre de communes, pour l'instant, on est 3, avec il y a le maire de Revel-Saint-Martin dans la salle, Liman et Montlo. On envisage donc, plus qu'envisager, puisqu'on a délibéré dans ce sens-là, de se rapprocher d'un syndicat, dont je crois qu'il y a aussi des membres dans la salle, pour garder une régie publique. Parce que, alors, contrairement à ce que vous dites, je peux faire pour Montlo, mais je pense que pour Niozelle ou ailleurs, c'est pas très différent. Nous, on a un réseau d'eau depuis 1958. On n'a jamais intéressé la Générale des eaux, personne. On n'a intéressé personne. Donc, on a toujours été en régie publique. Quant au réseau d'assainissement, il date des débuts des années 70. Pareil. Donc, je pense que dans nos petits villages, pour beaucoup de petits villages, on n'a toujours connu qu'une régie publique, qu'un service public de l'eau, où les personnes sont des usagers. Et on n'a pas forcément envie d'être privatisés pour devenir des clients, quoi. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu assez à tes questions. Oui. Moi, du coup, c'est simplement un témoignage. On a eu votre situation il y a 2 ans à peu près. À la suite d'une réunion publique organisée par le seul syndicat sur notre communauté de communes, syndicat intercommunal, le CIVU, on a compris un petit peu l'enjeu et la conséquence qu'il y a à venir, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore de vote dans le sens de la privatisation, comme c'est le cas ici, mais c'était à venir. Donc ça nous a mobilisés, on s'est un peu posé la question de comment agir, parce que c'est vrai que c'est un sujet compliqué, on n'y comprend rien, les lois NOTRe, les lois 3DS, tout ça, on n'y comprend rien. Ensuite, on ne parle même pas des RPQS, toutes ces choses-là qui sont des termes compliqués, il faut vraiment être spécialiste, quoi. Donc on s'est demandé quoi faire. Notre démarche, ça a été pas d'aller manifester ou faire des réunions publiques, sachant que sans compétence, c'est compliqué. Ça a été d'aller voir les élus, d'aller voir les maires pour à la fois comprendre ce qui se passait et à la fois les positionner dans le sens de la régie publique, de la régie privée, ou de la DSP plutôt. Et on a commencé cette démarche après la visite d'un seul maire, le maire de Curel. On a appris fin juin, début juillet, que dans 2 semaines, le vote allait se passer. Donc il y avait 2 semaines, la convocation minimum légale pour convoquer les maires ou les conseillers communautaires. Et donc on a eu 2 semaines pour empêcher cette chose-là, c'est-à-dire l'équivalent de ce qui s'est fait en septembre sur votre communauté de communes. C'était exactement. Et le vote était en 2022. Donc nous, ça s'est passé là. Donc on a décidé d'accélérer un peu nos démarches. Il y a eu quelques culottés d'entre nous, moi j'y étais pas, qui sont allés à la Comcom en se faisant passer pour des élus, ont récupéré le dossier qui ici s'appelle Cogite, nous il s'appelle Altereo, le cabinet de conseil. C'est ce qui nous a permis d'avoir, je sais pas combien, 400 pages de données super intéressantes, des statistiques, sur l'état des lieux. Et pourquoi est-ce que la DSP est la plus avantageuse? Exactement comme le cabinet de conseil Cogite a proposé, ou a fait un état des lieux sur la Comcom de Forcalquier. Grâce à ce document, moi je m'y suis attelé, pas parce que j'y connais grand-chose, mais parce que je sais comprendre les chiffres. Et d'ailleurs c'est assez comique, dans le film on a vu cet exemple sur les compteurs.
Cet exemple, j'ai pu le repérer moi-même à partir de l'état des lieux d'Altéréo, c'est-à-dire la proposition du renouvellement de compteurs qui coûte, donc on parle en quelques milliers d'euros parce que c'est une toute petite Comcom, et la proposition de la SEM qui est le seul candidat dans l'appel d'offres pour gérer l'eau, qui était du double tout simplement. Donc ça coûtait, je ne sais pas, 30 000 euros d'après Altéréo, mais 60 000 d'après la SEM. Donc évidemment, ils font jamais de profit important, mais ils doublent quand même les tarifs sur certains points précis qui sont, à mon avis, partout. Donc voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'on a donc pris conscience ou plutôt connu la situation assez vite, très très vite. On a lancé une réunion publique où on a invité le tout nouveau député ici présent, qui est venu. On a honnêtement, comme notre Comcom est à cheval sur les 2 circonscriptions, on a invité les 2 députés, mais il n'y en a eu qu'un qui est venu. Et cette réunion publique, bon, je ne sais pas si elle a servi à grand-chose, en tout cas elle a quand même permis d'échanger des arguments et montrer que c'était pas forcément la bonne alternative. Et on a, de manière parallèle, pris rendez-vous avec l'ensemble des maires de la Comcom, de manière individuelle. On a eu la moitié à peu près qui nous ont reçus. Le résultat, avec en plus une manifestation, la seule manifestation de l'histoire de la Comcom, donc le jour du vote, le 18 juillet, on a gagné, non pas la régie publique, on a gagné le report du transfert de compétences. Donc en fait, on a gagné le statu quo. Donc c'est une demi-victoire, dans le sens où on n'a pas signé un contrat avec la SEM pour 12 ans, qui nous doublait l'eau, tout simplement, qui augmentait l'eau de 63%, donc des 2 tiers. Donc on a gagné ça. Par contre, on n'a toujours pas gagné la décision finale ou pérenne, à savoir une régie publique, un syndicat intercommunal, ou dans tous les cas, une alternative à une gestion privée. Voilà. Et le combat continue. On continue, on est au même stade que vous. Ce qui a été voté dans le conseil communautaire dont parlait Kerwan, c'est pas le report à 2026. C'est la non-avancée à 2024. C'est ça la différence. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans une situation où ça devait passer en 2024, ils avaient voté le report en 2026. C'est prévu en 2026. C'est la loi qui prévoit le transfert de compétences au 1er janvier 2026. Comme ça se passe sur la communauté de communes de Forcalquier, ils avaient décidé d'anticiper le passage. Ils ont finalement voté le fait que non, ils n'anticipaient pas. Mais ils n'ont pas annoncé un report. C'est juste qu'ils n'ont pas statué sur le fait d'avancer à 2024. Donc effectivement, je ne savais pas, tu me l'apprends, mais ils sont tout à fait en mesure de proposer de nouveau une délibération pour avancer, puisque en 2025. Juste, je rajoute un mot pour bien préciser, il y a 2 choses. Chez nous, ce qui a été voté, et vous avez eu le même vote, c'est une anticipation, c'est-à-dire, nous, c'était prévu pour le 1er janvier 2024, ça c'est reporté. Par contre, il y a 2 choses, il y a l'anticipation du transfert de compétences, c'est-à-dire que les communes ont la compétence, la commune l'aura dans 1, 2 ou 3 ans. Ça, c'est le transfert de compétences. Et ensuite, il y a les modalités du transfert. Et donc, chez nous, ils n'ont pas décidé d'avancer le transfert de compétences, ça c'est clair que non. Ils ont décidé de choisir les modalités du transfert qui sera effectif en 2026. Les modalités du transfert, ça veut dire la régie publique, ou une DSP, ou mixte. En tout cas, c'est la modalité du transfert qui a été mise sur le tapis dans les 6 mois à venir. Pour revenir à ce que disait Madame, ce qui est très important à comprendre pour tout le monde, c'est que la communauté de communes, ils n'étaient vraiment pas obligés de nous obliger à partir en DSP à la SEM. On aurait très bien pu faire autrement, et notamment sur une même communauté de communes, il peut y avoir plusieurs modes de gestion, que chacun peut rester à faire ce qu'il veut, quoi. Alors qu'ils nous font bien remarquer qu'on n'y est rien, mais même rien, c'est quand même trop, parce qu'ils nous l'ont dit le jour du vote, vous ne représentez que 7% de la population. Ben, laisse-nous tranquille, quoi. Non, c'était quand même trop demandé. Voilà. Et donc, par rapport à ce qui a été dit, par rapport aux 6% ou 7% qui sont parus plusieurs fois dans la presse, c'est sur le prix du mètre cube. Quand vous payez votre facture d'eau, il n'y a absolument pas que le prix du mètre cube, il y a aussi l'abonnement, il y a aussi les taxes que vous payez à l'agence de l'eau, patati. C'est un grand renfort de communication. Et qu'est-ce qui sortira
résultat de l'appel d'offres que la communauté de communes est en train de rédiger. C'est pas encore fait, parce que quand le cahier des charges sera fait, on a demandé à l'avoir, mais pour l'instant, il n'est pas encore fait. Ben, on n'en sait rien. Et les prix, effectivement, on espère que ça soit pas au détriment des prix qui soient faits aux autres communes de la communauté de communes. Pour l'instant, on n'en sait rien. Mais Forcalquier a bien renégocié son contrat, parce que avant ça, il a pu dire à la SEM que c'était pas Forcalquier, c'était les 13 communes. Oui, mais s'il y a des... D'accord. Mais en fait, c'est uniquement à partir de quelques éléments que donne Cogite dans cette pseudo-étude qu'il a fournie. Hein. À partir, non pas de calculs élaborés, il parle de modélisation, etc. Mais en réalité, il prend bien, dans 2 paragraphes, soin de dire qu'après tout, c'est un peu général, un peu abstrait, etc., etc. Les 7%, c'est la différence entre les charges, qui seraient exposées par une régie pour cet ensemble de communes qui sont en régie, et puis les charges qui seraient moindres, qui seraient celles de Veolia ou de Suez, enfin du délégataire putatif. En fait. Voilà, c'est ça. Or ça, c'est complètement critiquable. C'est des conjectures qui ne sont pas démontrées dans cette partie du texte, hein, pas du tout. En plus, comment dire, en face, on ne sait pas de quelle régie il parle en réalité, car il y a plusieurs types de régies, au moins 2 hein, actuellement. C'est une régie à autonomie financière uniquement, régie autonome, hein, qui est très très liée à la collectivité, et puis un établissement public industriel et commercial qui est une société publique en réalité, à personnalité juridique, hein, et à autonomie financière. C'est une sorte de société locale dédiée en fait. Bon, alors cette affaire n'a pas été envisagée. De même, les coopérations par rapport aux achats, etc., n'a pas été étudiées. C'est complètement faux. Donc ces 7%, c'est simplement ce qu'ils disent. Il y aurait une différence de 7%, alors qu'ils n'ont pas vraiment étudié la question. Donc tout ça, c'est du pipeau. Donc on doit pouvoir arriver à le démontrer, en particulier dans des réunions publiques, s'ils veulent bien se livrer à la contradiction. Donc ça, c'est complètement faux. 7%, et en plus, ils oublient de dire une chose, c'est qu'une société privée, elle fait des bénéfices, elle est là pour faire des bénéfices. Et ça, c'est un terme qui n'est pas employé dans ce document. Les bénéfices, il n'y en a pas. Hein, voilà. Or, une régie publique, un EPIC, ne fait pas de bénéfices. Voilà. C'est assez clair et net. La différence, c'est ça. Et il y a d'autres façons de faire des bénéfices qui sont... Parce que c'est simplement une succursale de Veolia. Et donc, il y a un certain nombre de fonctions qui sont renvoyées aux échelons supérieurs. Hein, voilà. Et cela, comme c'est une succursale, sans devoir faire des factures pour ces prestations. Ce qui serait différent si c'était une société dédiée. Par exemple, à Marseille, c'est une délégation de services publics qui a été concédée hein, à la SEM, mais c'est une société qui est une société dédiée. La SE2M, Marseille Métropole. SEM, Société des Eaux, Marseille Métropole. Donc, en principe, d'après la doctrine des chambres régionales des comptes, hein, eh bien, chaque prestation doit être facturée à son juste prix en tant que filiale vers des sociétés mères, etc., qui sont au-dessus, voilà, qui sont dans le périmètre de consolidation. Moi, je suis en colère quand je lis un document de ce type. Ils se sont permis de comparer une régie fictive à une succursale d'une société qui s'appelle la SEM. Donc le coût des 7%, là, c'est du pipeau. Hein. Voilà. Un des arguments,
et qui vraiment n'existe que sur notre communauté de communes, donc n'est pas celui que je vous ai dit de la fin de la DSP de Fort-Calquier, pas du tout. Là, c'est vraiment que vous avez mauvais esprit comme moi, peut-être, je sais pas. Oui, mais non, c'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, il y a des élections municipales en 2026. Donc, ils ont dit, on va anticiper parce qu'en 2026, ça sera trop compliqué. Puis, on préfère faire le sale boulot. Comme ça, les suivants qui vont se présenter, ça sera pas eux qui auront transféré et qui auront... Non, mais c'est ce que vous entendez parmi les maires, de dire, voilà, au moins, nous, on est courageux, on privatise, et ceux qui vont se présenter derrière nous, ils pourront dire, c'est pas nous. Si c'est les mêmes, ça va être quand même un peu compliqué au niveau schizophrénique. Mais ça, c'est cet argument des élections municipales. Et bien sûr, toute la France est concernée. Or, comme ça a été dit, les élus de la montagne se battent absolument contre le transfert obligatoire. Les maires ruraux se battent absolument contre le transfert obligatoire. La communauté de communes d'à côté, dont Despiez est président, fait comme si le transfert n'allait pas exister. Et d'autres encore. Il n'y a vraiment que notre communauté de communes qui a décidé d'anticiper, de privatiser de façon obligatoire. C'est pas du tout généralisé, même sur notre département, quoi. Il faut bien en avoir conscience. Et ce que disait Madame, une délibération, ça s'annule par une autre délibération. Donc, je veux dire, pour l'instant, les communes sont compétentes. Donc, c'est-à-dire, chacune de vos communes est compétente pour ce qui se passe sur sa commune, quoi. Donc, je pense que c'est maintenant qu'il faut agir. C'est vrai que passer le 1er janvier 2025, ça serait plus compliqué, quoi. On nous présente le transfert aussi comme, une fois que c'est transféré, ça sera forcément une DSP ou ça sera forcément la même chose pour toute la Comcom. Ce qui n'est pas vrai dans la loi. C'est possible de faire autrement. Donc, informer les gens, y compris parfois des élus, parce que c'est compliqué d'être maire d'une petite commune, d'avoir plein de choses à maîtriser, de ne pas forcément avoir le temps d'eux, etc. Donc, aller chercher. Aller poser des questions. Et ça, moi, tu parlais de la réunion publique que vous avez organisée avec la Comcom. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que quand je suis arrivé, c'était quand même sacrément tendu, on peut le dire, parce qu'il y avait deux logiques qui s'opposaient. C'est-à-dire, il y avait vous qui arriviez en disant « on voudrait savoir ce qui va se faire et on veut donner notre avis », et il y avait en face des gens, sincèrement ou pas, mais j'avais l'impression avec une certaine sincérité, des élus qui disaient « mais nous, on bosse dessus depuis 10 ans, on bosse comme des fous pour trouver des solutions, etc. Et vous arrivez 15 jours avant pour nous dire que ça ne va pas. » Tu te rappelles de ce moment-là ? Et en fait, je pense qu'il y a une incitation très forte là à aller nous emparer directement de ces questions qui concernent tout le monde et le faire tout le temps. Et s'ils disaient ça ce jour-là, il me semble, c'est qu'on a pris l'habitude de voter une fois tous les 6 ans pour une équipe. Il y a, moi, quelque chose que j'ai découvert quand j'étais élu conseiller municipal, c'est le moment où on délègue au maire un certain nombre de possibilités, et puis comme on est jeune des conseillers municipaux, enfin j'étais pas jeune mais j'étais jeune conseiller municipal, on nous dit oui parce que c'est plus simple, parce que sinon il va falloir réunir le conseil tous les 3 jours, etc. Alors on vote, et puis on se retrouve avec un maire qui en fait peut décider d'à peu près quasiment tout, sans plus jamais revenir, sinon pour informer a posteriori. Et donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à casser. Et les élus qui étaient là ce jour-là, moi ce qui m'avait frappé c'était ça, c'est-à-dire ils avaient un sentiment d'injustice qui est valable ou pas, mais qu'il faut entendre, c'est-à-dire qu'eux, ils avaient l'impression d'avoir fait le boulot et puis qu'on venait les emmerder au dernier moment. Et la solution, c'est pas de les laisser faire, mais c'est d'aller les emmerder bien en amont et de se réemparer de tous ces sujets-là pour qu'on perde cette habitude de déléguer et de laisser faire et puis de venir demander, une fois que c'est fait, si on est d'accord ou pas. Moi, je pense que la chose qu'on doit faire aussi, à part aller interpeller les élus, se bouger, etc., c'est monter en compétence. Parce que ce que tu dis est tout à fait juste, on a l'impression que c'est super compliqué, qu'on n'y arrive pas, qu'on ne peut pas prendre... Monter en compétence, c'est ce qu'on est en train de faire. Et c'est ce que vous êtes en train de faire au sein du collectif de l'eau, en vous emparant de ces questions, en allant creuser dans les dossiers, etc. Montons en compétence. Parce que si on délègue, et si on délègue sans contrôler, c'est aussi parce que on a le sentiment d'être illégitime. On a beaucoup appris. Et parce qu'on ne sait pas suffisamment de choses. Donc ça, c'est un vrai travail militant, un vrai travail citoyen, c'est de monter en compétence et de s'approprier les dossiers et leur complexité. Je voudrais ajouter un petit point, parce que là, on n'a pas pu, de façon, faire de la didactique en réalité. Mais un EPIC, une régie publique à personnalité morale et autonomie financière, permet dans son conseil d'administration d'avoir une part non négligeable, une minorité, mais juste une minorité, si on veut, de citoyens, d'usagers, qui peuvent être élus selon diverses formes.
Et en particulier, on peut penser qu'il peut y avoir une sorte d'élection en même temps que les élections municipales pour les membres de ce conseil d'administration. Une régie, c'est une société publique avec la possibilité pour les usagers d'être représentés, de prendre des décisions, ainsi que, il faut le dire, des membres du personnel, par exemple, qui connaissent les sujets, les techniciens qui connaissent les sujets. Bon, ça, ce sont deux sujets, c'est-à-dire les profits du délégataire, qu'il protège par l'opacité, et qui sont protégés aussi, très souvent par la complicité d'un certain nombre d'élus, qui idéologiquement sont de son côté ou de leur côté. Bon. Donc, il y a vraiment un point extrêmement important, y compris dans la préparation des élections municipales, c'est d'expliquer que prendre soin de l'eau potable et de l'assainissement, c'est aussi diriger ces sociétés publiques que sont les régies. Voilà. Moi, j'ai un argument auquel aucun de mes collègues n'a trouvé quoi que ce soit à m'opposer. On fait tous travailler le plombier du coin. Et on en est tous contents. C'est le gars qui va venir à 9h du soir ou le dimanche. Et cette personne-là ne pourra pas candidater pour un marché public. Enfin, c'est une procédure dématérialisée. Enfin, c'est hors de propos. Il peut pas être chez vous le soir à 9h et être devant son écran à remplir des procédures dématérialisées. C'est pas possible. Et ça, quand vous dites ça à mes collègues, ils disent oui, c'est vrai quand même, ça m'embête parce que cette personne-là nous rend des tas de services. Que le jour où il y aura vraiment un problème, c'est quand même elle aussi qui va venir. On va perdre totalement la maîtrise, et quand on nous raconte et qu'on nous vend que dans 5 ans ou dans 6 ans, ça sera fini la DSP et on va revenir en régie, c'est complètement crétin puisqu'on aura perdu toute cette connaissance. On nous dit mais c'est pas grave parce que l'ASEM va former des gens très compétents qui après vont venir intervenir sur vos communes. Là aussi, je n'y crois absolument pas. Juste rajouter peut-être 2 petits arguments. Le premier, c'est la qualité de l'intervention. Moi, pour avoir beaucoup discuté avec des Pierre Rurin, la SEM refusait d'intervenir au-delà du compteur, par exemple. Donc le service rendu à la population n'est pas le même du tout. C'est-à-dire que quand tu as une régie publique et que tu as une fuite d'eau sur ton circuit, même si c'est au-delà du compteur, ben, tu interviens. La SEM, elle dit c'est pas mon problème, c'est à vous de réparer, etc., etc. La connaissance fine dont tu parles, il y a les techniciens, mais il y a les élus. Chez nous, je pense que le changement de doctrine en partie de Niozelle tient au fait que Paul, qui a porté la question de l'eau sur les épaules pendant des années, n'est plus notre maire, et lui, il connaissait tout le réseau d'un point à un autre. Et je voudrais juste terminer en faisant un petit bémol à ce que tu as dit. Je parlais pas de monter en compétences individuelles. Moi, je parlais de monter en compétences collectives. Parce que là, il faut qu'on y aille collectivement. Et une des solutions pour avoir de bons élus, c'est que ça soit vous. En 2026, il y a des municipales. Si on veut avoir des équipes municipales qui vont dans notre sens et qui font le boulot, etc., il faut qu'il y ait des gens qui votent pour, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait des gens qui se présentent. Et j'en parle parce que nous, à Niozelle, il y a 11 élus. Monter une liste de 11, c'est une vraie galère et c'est compliqué. Et parce que beaucoup de gens se pensent incompétents, incapables d'eux ou n'ont pas le temps. Souvent, je le redis, excusez-moi de le poser là, mais souvent des femmes disent « Ah ben non, moi je peux pas y arriver, ah ben non, je suis pas compétent, etc. » Ma fille dit souvent à ses copines d'avancer dans la vie avec la confiance en soi d'un homme blanc médiocre. C'est un conseil que je donne à toutes les femmes de l'assistance, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut que les affaires publiques soient gérées de bonne manière, emparons-nous-en jusqu'au bout. Mais pour ça, ça veut dire qu'on monte en compétences collectivement sur les différents dossiers qu'a à gérer une commune, pour que quand arrive 2026, justement, on se sente compétent et on se sente capable d'y aller. Et donc la montée en compétences dont je parlais tout à l'heure, elle est collective, et elle est collective au-delà de nous. Parce que dans la salle ce soir, je sais pas, je parle peut-être au hasard, mais je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Et c'est ça aussi notre souci. C'est que quand on se réunit collectivement pour préparer quelque chose ou une action, on est super content parce qu'on est tous d'accord là. Puis on oublie qu'au moment d'aller voter, au moment d'aller choisir, il y a les 300 qui étaient pas là et qui, eux, pensent autrement. C'est aussi eux qu'il faut aller convaincre.
Faut parler aux voisins, faut parler aux gens, faut leur dire attends mais tu te rends compte ce qui est en train de se passer sur la commune, etc. Et là on va aussi monter en force et avoir des gens. Faut qu'on surprenne un peu aussi si c'est toujours les mêmes qui y vont pour dire les choses. On dit bah oui c'est normal, c'est les gauchistes là, c'est leurs arguments, etc. Alors que si on fait monter en compétence l'ensemble de la population, tout d'un coup ça redevient de la chose publique. Et ça redevient quelque chose qui appartient à tout le monde. Et ça me semble absolument essentiel. En fait, la communauté de communes a fait un contrat avec l'agence de l'eau pour que l'agence de l'eau finance un certain nombre de travaux qui sont prévus. Comme moi, vous avez compris que j'ai envie de sortir par un trou de souris de cette histoire de communauté de communes. Donc j'ai appelé l'agence de l'eau et j'ai dit, et qu'est-ce qui se passe si la commune de Montlot, qui a aussi demandé de l'argent à l'agence de l'eau pour refaire sa station d'épuration, part avec le syndicat, le CEPAL, ils m'ont dit, il n'y a aucun problème, c'est le projet qui est financé, quoi. Donc on vous fait croire, et j'entends exactement le même argument à Sigons, que or comme on pourra pas financer nos investissements. On nous fait croire, quoi. Je veux dire, les financeurs, ils financeront, que ça soit la commune de Sigons, que ça soit le syndicat ou que ça soit la communauté de communes. C'est les projets qui financent, et il y a des projets qui sont prioritaires sur différentes choses. Alors l'agence de l'eau, en fait c'est une taxe que vous payez tous sur vos impôts. Et là pour le coup, on a supprimé la taxe d'habitation, mais on n'a pas supprimé les taxes, sur les factures d'eau, excuse-moi. Ouais. Mais voilà, c'est pas des impôts parce que justement il y a personne qui est exonéré, c'est pas dégressif non plus. Donc on a enlevé la taxe d'habitation, mais on n'a pas enlevé les taxes qu'on paye à l'agence de l'eau. Et avec ce pot commun, on va dire, elle finance des travaux que les communes demandent. Alors c'est vrai que si on n'est pas le fait d'avoir fait un contrat avec la communauté de communes nous a facilité le fait que nos projets étaient inscrits au contrat et qu'ils ont été financés. Mais c'est nos projets qui sont financés, c'est pas la communauté de communes. Je sais pas si ça éclaire ta question. Après, c'est difficile de monter des projets, surtout à l'URSS, puisqu'il a annoncé au vœu de l'année dernière, où j'étais pas encore fâchée, j'étais allée, 1 million de travaux. Donc forcément, 1 million de travaux, là vous comprenez que la dette, elle est bien bien grosse. Et forcément, il a besoin de financeurs, quoi, dont l'agence de l'eau. Moi aussi, j'ai travaillé un petit peu avec vous sur le document de soi-disant étude d'Alterreo, là. Alors eux, leur truc, mais il n'y a pas que, hein, ils ont une série d'émoticônes. Il y a une analyse multicritère, et puis alors ils mettent des émoticônes. Alors, sur tel sujet, par exemple le risque, la régie, c'est pas bon, quoi. Etc., etc. Donc ils sont comme ça. Et là, vous avez vu dans l'étude, là, ils mettent des couleurs. Ouais, voilà. Donc, alors, en ce qui concerne l'ensemble des risques, alors la régie, la régie, hein, ils ne savent pas de quelle régie ils parlent en réalité. Hein. Ils ne parlent pas d'un épique, hein. Ils parlent d'une régie imaginaire. Hein. Donc, sauf que, en général, les élus regardent ça. Ils regardent la couleur, l'émoticône, etc. Pas plus, hein. Pas plus, parce qu'il faut rentrer dans ces sujets. Alors, vous avez de la chance avec Cogit. Là, vraiment, ils n'ont pas cogité longtemps. Hein. C'est du copier-coller sur d'autres études. Elle n'a pas dû revenir très cher, d'ailleurs. J'espère. Combien elle a coûté? Mais elle a dû coûter un 60 000 € ce truc. C'est super. C'est Byzance pour eux. Donc voilà, c'est très très mauvais en fait. Hein, ça vaut rien. Voilà. Donc les élus ils voient ça et puis se déterminent par rapport aux éléments qu'on leur donne. Voilà. Bon. Donc c'est sûr qu'il faudrait alors dès le départ. Et là apparemment ici on a du retard quand même. Hein, il faudrait mutualiser là pour le coup. Les demandes par rapport à des associations qui ont l'habitude de travailler sur ces dossiers, même de très gros dossiers. Donc, parce que, par exemple, en ce qui nous concerne, nous avons, on sait quels sont les points critiques. Voilà, on sait où aller chercher dans toutes ces pages, là où ça ne va pas, parce qu'en général, c'est récurrent. Donc, il faut s'y prendre à temps aussi. Mais là, rien n'est perdu, puisque le dossier de consultation n'a pas encore été fabriqué et l'appel d'offres n'a pas été mis en concurrence. Donc là, il y a le temps de le faire. Mais là, dans cette période, là oui, il faut collectivement monter en compétence.